d'être venu sur le salon aujourd'hui et merci à l'association de m'avoir proposé d'interviewer Monsieur Bourguignon et Madame Aise. Alors, dans un premier temps, je vais juste présenter vos livres. Vous êtes là, donc Madame Aise, pour présenter un livre qui s'appelle Mon combat pour les forêts vivantes, qui est paru aux éditions Stock. Et Monsieur Bourguignon, vous êtes là pour un livre qui s'appelle Prendre soin de son sol aux éditions Ulmer. Donc on est sur des thématiques quelque part qui sont assez similaires. Dans un premier temps, je vais juste vous poser quelques questions pour essayer qu'on fasse connaissance avec vous. Alors Monsieur Bourguignon, vous êtes microbiologiste. Vous travaillez sur l'écologie des sols. Vous avez parcouru un petit peu le monde dans différents laboratoires pour apprendre votre métier. Vous êtes allé en Nouvelle-Zélande, en Écosse, et vous êtes le fils de Claude et Lydia Bourguignon, pour ceux qui les connaissent. Pour ceux qui ne les connaissent pas, les époux Bourguignon, comme on les appelle, étaient d'anciens chercheurs à l'INRA et qui sont connus pour avoir été des lanceurs d'alerte sur certaines pratiques agricoles notamment. Et du coup, je voulais vous demander, même si je m'en doute un petit peu, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre activité d'agroécologue? Alors oui, tout d'abord, bonjour à tous. Merci de l'invitation, d'être présent ici. Alors effectivement, pour utiliser une formule facile, je suis tombé dans le trou petit, quoi. Je suis tombé dans le profil de sol enfant, donc j'ai été sensibilisé très tôt à toutes les problématiques de santé des sols, qualité des plantes, santé des plantes, etc. Et au cours de mes études, enfin très tôt, j'ai été de toute façon passionné par tout ce qui est la biologie, les animaux, les insectes, etc. Et au cours de mes études, j'ai pris un moment ce virage vers l'agronomie, l'écologie, microbiologie des sols, etc. Parce que j'avais aussi envie d'avoir me dire que le métier que j'allais faire pourrait, à sa petite échelle, vous savez, c'est l'effet colibri, quoi, hein, à ma petite échelle, apporter quelque chose de positif sur cette planète, quoi. Voilà, d'être fier d'apporter ma petite brique pour que ce monde aille mieux, quoi. Et alors vous, Lucienne, donc vous êtes une native du Morvan, vraiment, même à quelques pas d'ici, puisque vous êtes née dans le hameau de Coire, si je ne me trompe pas. Et donc vous n'avez pas fait votre carrière professionnelle dans l'écologie ou dans la défense des forêts, puisque vous avez travaillé notamment chez NERA à Autun. Et donc, qu'est-ce que finalement vous a amené à entamer ce combat pour sauver les forêts du Morvan? En fait, j'étais toujours... déjà, merci aussi, je suis ravie d'être là aujourd'hui. J'ai toujours été baignée par la forêt, par les arbres, du fait que je suis née à Coire, là, au pied de la forêt de Montmain, du domaine de Montmain. Et mon enfance s'est passée, en fait, dans la nature, la cascade de Briscou, la forêt de Montmain, tout cet environnement extraordinaire qui m'a rendue vraiment heureuse dans cette enfance qui était assez difficile, moi, par rapport à mes parents. Mais vraiment, tout cet environnement, on ne pouvait pas espérer plus. Il n'y avait pas de voiture, on n'avait pas de télé, on n'avait pas de tous ces biens qu'on a à disposition maintenant. Mais la nature, pour moi, c'était indispensable. Et lorsque j'ai quitté le village de Coire, puisque mes parents ont dû s'installer sur Autun, c'était assez terrible pour moi. Donc, à la suite, la vie a fait que, quand je me suis mariée, j'ai quitté la région d'Autun et tout. Donc, j'ai suivi mon mari pendant quelques décennies. Et j'avais qu'une envie, c'est revenir dans mon Morvan, quoi. J'y venais de temps en temps. Mais déjà, avant de revenir m'installer, lorsque je venais en week-end dans le Morvan, je constatais que, en fait, les forêts changeaient à une vitesse incroyable, quoi. Je faisais beaucoup de randonnées, de vélo. Et sur les départementales, à un virage, allez, hop, ça y est, vous voyez une coupe rase. On voyait des arbres qui commençaient à être abattus. Et ça m'a vraiment... j'étais désolée et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. On ne peut pas laisser faire des choses comme ça. Et c'est un peu de ça qui est venu mon militantisme. Et lorsque, avec mon mari, nous sommes revenus nous installer dans le Morvan, je n'ai eu de cesse que défendre les forêts. Parce que il faut dire quand même que la forêt, quand on parle forêt, on voit les arbres, mais il n'y a pas que ça. On sait maintenant que la forêt, en fait, c'est un élément indispensable
de vie. Ça a un impact énorme sur l'eau, sur la biodiversité. On sait qu'actuellement, tout est en chute libre, la biodiversité en chute libre. Tout est en train l'eau est de plus en plus polluée et tout. Et la forêt, c'est une source de vie exceptionnelle pour maintenir tout ça, y compris pour la qualité des sols. Parce que l'arbre, il est indispensable, mais le sol des forêts est aussi indispensable par rapport à l'absorption des gaz à effet de serre, vous savez, de l'impact climatique. Donc, j'ai essayé, moi, seul, de voir ce que je pouvais faire en alertant des élus qui est déjà là. À ce moment-là, on disait « Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire pourquoi pas couper la forêt? Un arbre, ça se coupe, et puis il n'y a pas à faire des histoires. » Et je me trouvais très seule. Et heureusement, il y a eu la création d'Otamoro Écologie, l'association qui est toujours très militante et très efficace sur Autun. Et donc, je me suis tout de suite inscrite dans cette association, parce que seule, c'est très difficile. Ce que je veux dire, c'est que collectivement, on arrive quand même et on se soutient et on arrive vraiment à des résultats. Et donc, c'est comme ça que j'ai évolué par rapport au monde de la forêt en représentant Otamoro Écologie. Donc, dans les commissions, j'ai vraiment compris ce qu'était la politique forestière et comment on voyait la forêt dans les instances en haut lieu et pourquoi ça ne descendait pas et qu'il y avait des problèmes au niveau du terrain. Et simplement à signaler que dans le cadre de mon combat aussi, en fait, voyant que, bon, on se battait beaucoup en écologie et tout, mais un jour on s'est dit, pourquoi pas devenir propriétaire? Parce qu'on me disait tout le temps, mais madame, vous critiquez. D'abord, quelle solution vous apportez? Qu'est-ce que vous préconisez? Et bien entendu, moi j'ai beaucoup travaillé sur la forêt parce que j'étais pas très compétente, c'était pas mon métier. Donc je me suis dit, en fait, mais les gens qui me posent la question comme ça, ils ont raison. Il ne suffit pas de critiquer, il faut pouvoir proposer des choses. Et donc, la proposition qu'on a eue immédiatement, que j'ai eue en tête, c'est de créer le groupement forestier pour la sauvegarde des feuillus du Morvan, pour devenir propriétaire et donc montrer ce que nous, on défendait sur le terrain. Et c'est un succès extraordinaire. C'est vraiment, franchement, moi... le groupement a plus de 500 hectares de forêt actuellement. Et donc, on prouve qu'on peut exploiter la forêt tout en maintenant la biodiversité, en maintenant un couvert forestier. Alors, on va en parler de ce combat, mais vous avez parlé effectivement de biodiversité qui disparaît. Et dans votre livre, Monsieur Bourguignon, au début, vous dites en introduction, vous dressez un bilan un peu alarmiste de la qualité des sols, justement, puisque vous dites dans 220 ans, nous n'aurons plus de sols fertiles pour survenir à nos besoins vitaux. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on en soit arrivé là? Comment est-ce qu'on a pu appauvrir ces sols-là? Et est-ce qu'il existe une prise de conscience à l'échelle internationale? Vous parliez des instances justement supérieures. Est-ce qu'aujourd'hui, on a cette prise de conscience de l'importance des sols et de la biodiversité dans les sols? Alors oui, c'est en train de... En fait, c'est toujours pareil, quoi. C'est quand il commence à y avoir des crises alimentaires. Là, actuellement, on a une situation géopolitique qui est très compliquée. Et un peu partout, les gens se rendent compte, même en France, que l'autonomie, la souveraineté alimentaire, etc., devient un enjeu crucial. Et là, d'un seul coup, on se dit, ah, mais si on a des sols en mauvaise santé qui ne sont pas capables de produire comme il faut sans avoir les soutiens des intrants chimiques, etc., eh ben, on ne garantit pas cette souveraineté. Donc oui, il y a une prise de conscience. Après, ce qui est difficile, c'est que aujourd'hui, avec cette société mondialisée et je dirais la puissance technologique de nos sociétés, c'est que tout ça, ça avance très très vite. Et que du coup, le temps qu'on a devant nous pour inverser les tendances, il n'est pas si grand que ça. Alors c'est vrai que dans mon introduction, pour un peu interpeller le lecteur, je dis voilà, aujourd'hui, il faut voir les sols fertiles, nourriciers comme une ressource finie au même titre que le pétrole. Et que bien sûr, le pétrole, allez, on a peut-être 60 ans devant nous et puis on n'aura plus. Donc les sols, 220 ans, on peut se dire que c'est dans longtemps. Mais il faut voir que c'est une destruction qui est exponentielle. C'est-à-dire c'est comme toutes les dégradations des écosystèmes, ce qui a été expliqué là sur la forêt. De toute façon, à l'échelle mondiale, toutes ces dégradations, on voit aujourd'hui que les dynamiques sont exponentielles. C'est-à-dire ça va de plus en plus vite. Et donc ça veut dire qu'on a aussi de moins en moins de temps pour prendre les choses en main. Donc oui, il y a de la prise de conscience, mais derrière, je dirais, les leviers et l'application des solutions
Et les autres moments, on aimerait que ça aille un peu plus vite quand même. Alors du coup, ça m'intéresse parce que le 7 février dernier, Marc-André Sellos, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle et qui est biologiste et botaniste, était invité dans La Terre au carré sur France Inter et il dénonçait justement une agriculture qui ne nourrit pas l'humanité de demain, tout en énonçant que l'agroécologie était en mesure de le faire. Alors la question qui m'interroge quand vous dites justement qu'on n'a pas trop le temps, il faut aller vite, c'est finalement comment sont formés les futurs agriculteurs d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont justement formés à cette agroécologie? Est-ce que le mot écologie, vous nous en parlerez peut-être aussi, Lucienne, est-ce que le mot écologie fait toujours peur? Voilà, on en est où aujourd'hui de la formation de ces... Alors, la formation des jeunes agriculteurs, bon, en France, on est un peu un ovni, puisque c'est pas le ministère de l'Éducation qui s'occupe de l'éducation des jeunes agriculteurs, c'est le ministère de l'Agriculture. Bon, il y a à peu près 800 établissements. Sur les 800 établissements, il y en a une dizaine aujourd'hui qui proposent un vrai cursus d'agriculture biologique, par exemple. Donc c'est encore très minoritaire, même si tous les 800 établissements ont un petit pôle, on va dire, agriculture biologique. Un élève qui veut suivre vraiment un enseignement avec une formation théorique sur la biologie et tout ça, il n'y a que 10 établissements sur 800. Donc on est encore loin du compte, hein, il y a encore du chemin à faire. Et l'agroécologie, la manière dont c'est reçu par les élèves, c'est de manière très... c'est assez disparate. C'est-à-dire que moi, j'ai été amené à intervenir dans des lycées agricoles et j'ai eu comme retour des enseignants. Donc, qui nous disent que, par exemple, les élèves, quand ils ont leur choix de fin d'année, ils doivent faire un examen et puis ils ont 5 questions au hasard à tirer. Et dans chaque cas concret, il y en a à chaque fois un, c'est en bio. C'est un système biologique ou agroécologique. Et les bruits de couloir des élèves, il y en a beaucoup, ils veulent surtout pas tomber sur ça. Parce qu'ils ont peur de cette complexité qui est liée à des systèmes agricoles agroécologiques qui sont, moi j'adhère, enfin, c'est évident que c'est ces modèles-là qui nous permettront d'avoir une agriculture qui à la fois qui préserve les écosystèmes, qui respecte les forêts, qui respecte les sols, qui nous nourrit, et en même temps qui permettra à ce que cette planète fonctionne mieux. Les modèles agricoles, on va dire chimiques intensifs aujourd'hui, on voit bien leurs limites, c'est-à-dire que là, la géopolitique fait que dès qu'il y a des conflits, dès que les engrais sont plus disponibles, etc., c'est des systèmes hyper fragiles. C'est très fragile. Donc, voilà. D'accord. Et du coup, Lucienne, vous nous dites que effectivement, vous avez créé ce groupement forestier pour vous battre pour éviter les coupes rases. Et donc, ce groupement, il consiste en fait à racheter des terres pour les préserver de ces coupes rases. Et ça se passe donc uniquement dans le Morvan ou est-ce que vous essayez d'aller un petit peu ailleurs? Est-ce que vous pouvez nous parler de comment fonctionne ce groupement? Votre micro. On a donné l'exemple, c'était le premier groupement forestier citoyen, je rajoute, parce qu'un groupement forestier, ça peut être aussi propriétaire, c'est une société civile. Donc on était un peu les précurseurs et maintenant il y en a d'autres qui se développent sur la France avec bonheur, c'est très bien parce que bon, le but c'est quand même de démontrer, alors on ne peut même pas avancer directement la coupe rase si vous voulez, on peut dire que c'est de démontrer qu'on peut gérer les forêts d'une manière écologique et économiquement rentable, moi je signale ça, et donc le but c'est la coupe rase si vous voulez. Le problème, c'est que la coupe rase, ça devrait être, comment dire, l'action lorsqu'on ne peut plus faire autrement. Moi, je tiens quand même à dire aujourd'hui que je suis très en colère. Parce que la forêt, on voit des arbres. Actuellement, la politique forestière, et c'est de plus en plus grave, c'est produire à tout craint. Il faut produire. On ne voit pas sur le moyen ou long terme ce que vont devenir les forêts. Et dans le Morvan particulièrement, je peux vous dire, on est sur un parc régional qui est donc démuni il n'a pas, réglementairement, il ne peut pas non plus, il fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas stopper les coupes rases et ce qui se passe. Et donc, on en est arrivé à réglementer ce qu'on appelle les biens sans maître. Ça veut dire que les petites surfaces dont le propriétaire n'aurait pas payé les impôts fonciers, qui est inconnu, voilà, reviennent dans le giron des communes, pourquoi pas. Donc, mais sans cahier des charges, ce qui veut dire que
il y a une obsession actuellement, et ça remonte déjà au ministère il y a quelques années, de dire tout ce qu'il y a qui fait la biodiversité, eh ben, il faut ratiboiser, il faut laisser l'espace libre pour faire des coupes avec des gros matériels qui ratiboisent, font des coupes rases, qui laissent les chemins souvent dégradés et tout, qui sont les communes qui sont obligées de remettre ça en état. Donc, moi, je veux dire que là, à ce moment-là, ça ne va plus, quoi. Il faut absolument qu'on stoppe ce processus. Alors, je pense qu'actuellement, il y a quand même il y a des experts, il y a des gens très compétents qui s'élèvent contre ce type de sylviculture, de dire qu'on produit, on anticipe. Alors, on vous parle de l'impact climatique, certes, il y a aussi des coupes rases qui sont indispensables quand le peuplement est malade, mais actuellement, on en est à anticiper, à dire oui, mais il y aura peut-être une maladie comme ça, donc il vaut mieux couper et replanter. C'est incroyable, parce qu'il faut savoir que les plantations, elles sont financées avec l'argent public. Et les plantations, elles ne servent pas à l'intérêt général. Ce sont les citoyens qui financent. Donc, les plantations, quand on les finance, d'accord, mais il faut que ce soit dans l'intérêt général. Et la gestion des forêts, la politique forestière, il y a beaucoup d'aide qui est octroyée aux forêts. Nous, on n'est absolument pas contre aider les forêts. Au contraire, on est tous utilisateurs de bois. Donc, faisons en sorte que les aides aillent à des propriétaires qui gèrent bien leur forêt, qui tiennent compte de l'intérêt général, qui tiennent compte du moyen et long terme. Alors moi, je suis contente de vous parler de ça, franchement, parce que depuis 40 ans, où je milite et je participe à toutes les forêts au niveau régional et quelquefois même national, je trouve que pendant très longtemps, on arrivait à un consensus où on se comprenait avec les propriétaires et tout ça. Ils disaient, ben oui, machin, il y avait le dialogue. Et là, maintenant, c'est devenu dire, on parle d'écologie. Ben, attendez, vous parlez d'écologie, c'est terrible, quoi. L'écologie, on est de plus en plus on descend de plus en plus, quoi. Donc c'est grave pour les générations futures. Moi, je pense qu'il y a quand même... Bon, c'est pas désespérant, parce que quand vous voyez les gamins de l'école rue Bouteiller avec le chemin Lulu du Morvan, et ce qu'ils font, c'est exemplaire. Donc je pense que la jeunesse est là et qu'ils vont prendre le relais. Mais vraiment, il faut être conscient que le Morvan, si on n'est pas rigoureux par rapport à la gestion forestière, qu'on ne se met pas collectivement tous autour d'une table à dire oui, là il y a un problème, là il y en a. Donc il faut... là, on va la tête dans le mur. Et au thème en écologie, nous, il y a déjà 30 ans, on disait que plus les coupes rases se développaient, le Morvan devenait de plus en plus une usine à bois de résineux. Et ça, franchement, il faut en avoir conscience. Et alors, Pardon, je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Lucienne. Elle a dit quelque chose de très intéressant où il y a une analogie assez forte sur l'agriculture. Quand elle parle par exemple des aides sur les forêts et qu'il faudra un petit peu mieux piloter les aides pour les orienter sur les propriétaires qui ont vraiment une gestion et non une exploitation de la forêt et qui essayent en gérant bien leur bois, en fait ils servent l'intérêt général. Il y a exactement la même chose qui peut être transposée sur l'agriculture aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une agriculture qui, quand même, l'agriculture qui capte les plus grosses subventions est l'agriculture la plus destructrice aujourd'hui. C'est les modèles les plus intensifs, c'est les systèmes de monoculture, les grandes surfaces où il n'y a pas de haies, il n'y a pas de diversité. Et il y a exactement la même chose dans les leviers qui pourraient être mis en place. En agriculture, c'est pareil. Il faudrait que les subventions soient beaucoup mieux orientées et qu'il y ait en fait une incitation. Quand un agriculteur veut vraiment faire de l'agroécologie, qui met en place toutes les pratiques vertueuses pour produire bien et en prenant soin de l'environnement, il devra avoir accès à plus de subventions que les agriculteurs. Voilà. Je voulais juste faire cet aparté parce qu'il y a un lien. Je suis d'accord. Je suis absolument d'accord aussi, parce que j'oublie pas non plus... la nature, c'est aussi l'agriculture, c'est la forêt et c'est tout ça. Ben oui. Alors, du coup, à quel niveau ça se joue? Parce que vous dites que vous allez en commission, vous expliquez, et vous le dites très bien dans votre livre, vous dites qu'au tout début, vous étiez une force d'opposition et que vous n'étiez pas très à l'aise parce que justement, des fois, vous ne saviez pas trop quoi répondre, mais vous vous êtes entouré, vous avez travaillé avec des spécialistes, avec des professionnels, des experts, que vous avez appris, que vous êtes devenu force de proposition. Mais quand vous êtes dans ces commissions et que vous expliquez par A plus B, justement,
qu'une gestion saine des forêts peut aussi produire, parce qu'on sait très bien que malheureusement c'est l'argent qui guide tout ça, et ben au final, pourquoi est-ce que ça bloque? À quel niveau ça bloque? Est-ce que c'est toujours cette histoire de subvention ou est-ce qu'il y a autre chose qui rentre en jeu? Alors c'est une très bonne question. Parce que c'est vrai qu'au début, moi j'ai eu beaucoup de mal. J'étais d'ailleurs une seule femme écologiste, alors au milieu à l'époque de commission. Oui, à l'époque, je peux vous dire que déjà ça faisait sourire quand on m'en voyait arriver. Et je reconnais que je n'étais pas très compétente au début, ce qui m'a forcé à beaucoup travailler, quoi. Mais le problème, c'est que quand vous êtes dans ces commissions autour de la table, tout le monde est agréable, vous arrivez à discuter ou pas. Mais les gens qui sont autour de la table, d'abord, il y a quelques associations, mais ce n'est pas la majorité. Et d'où vient le problème? Le problème, il vient actuellement du code forestier, de la loi forestière. Il faut savoir qu'actuellement, le code forestier n'interdit pas les coupes rases. Et donc, vous avez des décisions qui se prennent en haut. Et qu'est-ce que vous voulez, les gens autour de la table, les techniciens ou autres, à qui vous parlez? Ils sont souvent d'accord à votre position. Mais officiellement, comment voulez-vous qu'ils combattent ça? Moi, je pense, écoutez, on a des élus. J'espère qu'il y a peut-être des députés ou des sénateurs dans la salle. Mais vraiment, c'est leur boulot, quoi. C'est leur boulot. Il faut qu'ils s'attaquent à la loi forestière. C'est terminé. Il faut arrêter de dire que la solution, c'est on rase tout, on replante, 40 ans après. Parce que lorsque vous faites une coupe rase et que vous plantez en plus une monoculture, ça veut dire qu'une seule essence des Douglas, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Tous les Douglas, à 40 ans, on se dit, bah, le peuplement, allez, on le coupe et on refait une coupe rase. Mais c'est pas croyable, quoi. C'est incroyable parce qu'on appauvrit de plus en plus les sols. Il faut savoir ça. Et si on continue, la production même va décliner de plus en plus, quoi. Donc, je pense que la décision actuellement, nous, notamment Voix Écologie, les associations, il y en a des très compétentes et qui se battent, et on avance, on peut avoir se concerter, par exemple, avec les communes. Il y a des maires qui comprennent très bien le problème, il y a le parc aussi qui défend aussi tout ça. Mais je pense qu'il faut que les gens sachent que de toute façon, maintenant, il faut absolument, quand vous voyez votre député, mais posez-lui la question, les Morvandiaux, là, demandez-lui comment il voit la forêt à l'avenir, au moyen long terme, ou peut-être au sénateur aussi. Donc, il faut vraiment ne pas rester passif, quoi. Il faut alerter, on peut faire gentiment, simplement en questionnant, mais ne pas laisser faire les choses en disant « Oh là là, ça va mal, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et ben voilà, moi je vous donne le conseil. Alors, Monsieur Bourguignon, je voulais revenir sur votre livre. Moi, je suis géologue de formation et vous parlez dans un de vos chapitres de la nature géologique du sol et vous expliquez que selon la nature géologique du sol, bon, il y a des pH différents, il y a des minéraux qui sont apportés à la terre qui sont différents, etc. Alors, je connais un peu la réponse, mais pas complètement. Vous allez me l'expliquer. Ça veut dire que quelque part, avant de se mettre à planter quelque chose sur un sol, il faut aller en regarder la nature plus profonde et ça veut dire qu'on ne peut pas avoir n'importe quelle culture partout au final. Ah oui, absolument, absolument. Ça, c'est une des visions complètement tronquées qui a été mise dans la tête des gens avec, je dirais, l'agronomie moderne. C'est qu'on a fait fi de la nature intrinsèque des sols. Effectivement, selon si vous êtes sur une... mettons ici, dans le Morvan, on a des gros blocs granitiques. Les sols qui vont être engendrés sur ces roches-là vont être très différents des sols qui vont être produits, je ne sais pas moi, sur des zones de calcaire tendre en Champagne, etc. Donc du coup, les plantes, le type de plantes que l'on peut faire pousser naturellement sans forcer chimiquement le système vont être différentes. Et donc alors j'en parle un petit peu dans mon livre, c'est la notion de vocation de sol. Alors je n'invente rien du tout, hein. Les anciens avaient compris cette vocation du sol, c'est-à-dire que selon la région où j'étais, je ne pouvais pas faire les mêmes cultures et j'utilisais des variétés différentes et j'adaptais aussi toute mon économie
par rapport à ce que la nature, ce que l'écosystème était capable de me produire, par rapport à cette fertilité intrinsèque. Aujourd'hui, bon, l'un des travers, c'est qu'on a fait fi de ça. Je rebondis encore ce que dit Lucienne par rapport aux forêts et la pérennité des forêts. Quand on fait des coupes rases sur des forêts comme ça, qui sont sur des sols à plutôt massifs granitiques, qui sont des sols fragiles, qui en termes de réserve de fertilité, c'est assez faible. Si vous commencez à faire des coupes rases, que vous engendrez de l'érosion, du lessivage des éléments nutritifs, une augmentation de l'acidité, en fait, sur le long terme, vous réduisez complètement la capacité de l'écosystème, je dirais de sa capacité productive, la capacité de production de biomasse. Ce qui veut dire qu'il y a un moment, c'est pas ça fonctionnera plus. Oui, et donc du coup, si on n'a plus de biomasse dans les écosystèmes, parce que les sols à la base ont été appauvris, et ça c'est vraiment... Les écosystèmes les plus fragiles avec les sols, on va dire, les moins fertiles, sont les plus exposés à ce problème-là. Derrière, ce qui se passe, c'est qu'en fait, si on a moins de biomasse, il y a moins de séquestration du CO2 qui est capté par la photosynthèse des plantes et va être séquestré dans le sol via l'accumulation de matière organique. Et donc, on prive, si je puis dire, l'humanité, parce que ce que je décris là, c'est à l'échelle mondiale, on prive l'humanité d'un moyen d'action très fort pour essayer justement de lutter un petit peu contre tous ces dérèglements qu'on a causés sur la planète. Donc ça, c'est de prendre en compte la géologie et les sols, si je puis dire, les sols sont pas... Ils ne font pas du tout attention à notre devise liberté, égalité, fraternité. Égalité, les sols, ils en ont vraiment rien à faire, puisque les sols ne sont pas égaux, clairement. Et donc, il faut avoir ça en tête quand on veut gérer durablement un sol, quand on va en prendre soin. Il faut ajuster les curseurs. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut sur n'importe quel sol. Alors du coup, ce livre qui est très très complet, puisque vous parlez de géologie, vous parlez de la biodiversité, vous parlez de paillage, vous parlez de tout ce qu'il faut en fait pour cultiver correctement son sol. À quel public il s'adresse? Est-ce qu'il s'adresse aux amateurs éclairés, aux jardiniers du dimanche, aux professionnels qui ont envie aussi de changer un petit peu leur façon de faire? À quel public il s'adresse? Alors, les éditions Ulmer, quand ils m'ont contacté pour ce livre-là, ils voulaient un ouvrage quand même assez vulgarisateur, surtout sur la partie, je dirais la première partie, qui est la partie théorique sur compréhension du fonctionnement d'un sol et qu'est-ce qui fait qu'un sol va être, si je puis dire, résilient, enfin, va être capable d'encaisser diverses agressions. Donc, il s'adresse à la fois, je dirais, au public juste amateur qui a envie de bien faire chez lui. Et puis j'ai des petits encarts dans le livre qui sont un petit peu plus costauds scientifiquement, je dirais, et la personne qui a envie de creuser un peu plus le sujet, le professionnel, il est assez bien reçu chez les paysagistes qui sont, donc je dirais, des professionnels qui sont amenés à gérer les sols chez les gens, quoi. Il est bien reçu parce qu'ils peuvent pousser un peu la question, quoi. D'accord. Et du coup, il y a une technique, donc j'aimerais que vous nous parliez, c'est, vous dites que quand un sol est pauvre, quelque part, pas de panique, il y a toujours des solutions, sans forcément aller vers le chimique, parce que c'est aussi l'objectif. Oui. Et vous parlez de la technique de la culture en lasagne. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Parce que je pense que la plupart des gens qui sont ici ont plutôt tendance à voir le plat, mais on s'imagine qu'on parle de couches. Tout à fait. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Et du coup, parce que dans cette technique-là, vous dites, en gros, quand on n'a pas de sol ou qu'il est un peu pauvre, c'est la technique qui permet de recréer du sol, ou plutôt la méthode BRF dont vous parlez. Je ne sais pas si ça veut dire que par rapport à votre constat un peu alarmiste du début, si on se met à changer de façon de faire, tout n'est pas perdu, des sols fertiles qui disparaissent, il y a des moyens de les recréer et de changer la donne en fait. Oui, alors exactement, c'est ce qui est assez formidable avec les sols, c'est que dès qu'on commence à en prendre soin, c'est aussi l'objectif de mon ouvrage, c'est de faire prendre cette conscience-là aux gens, c'est que dès qu'on applique les bonnes pratiques, qu'on respecte, je dirais, les sols et le vivant, les plantes, etc., on est capable de fabriquer d'accélérer les processus de pédogénèse. La pédogénèse, c'est la fabrication du sol. Donc on peut avoir plein de pratiques qui sont délétères, qui font qu'on fait de l'érosion, on érode nos sols, l'épaisseur de sol diminue, la fertilité diminue. Et puis on peut avoir au contraire des pratiques qui sont aggradantes, améliorantes, et qui vont faire qu'on va refaire de la pédogénèse, et que quand on part sur un sol qui nous paraît... Moi je travaille même dans mon métier avec des cas de sol pollué,
de friches industrielles fortement dégradées, où on me demande d'intervenir sur quelles techniques peuvent être mises en place pour refertiliser le système sans avoir des coûts, j'appellerais ça des méthodes douces, des méthodes low-tech de remise, de refertilisation du sol. Et donc la lasagne, qui peut se... L'idée, c'est qu'en fait, dans un sol, normalement, la matière organique qui va arriver sur le sol, la plupart des sols de la planète, à quelques exceptions, mais ont besoin de 2 types de matière organique, je schématise, mais la matière organique issue des arbres, absolument essentielle, et puis la matière organique qui est plus issue des plantes, soit des parties qui tombent annuellement de l'arbre, les feuilles par exemple, ou des parties aériennes des plantes annuelles. Donc les matières organiques ne vont pas être pareilles, elles ne vont pas avoir tout à fait les mêmes objectifs dans le sol. On a besoin de ces 2 choses-là. Et donc dans le cas de la lasagne, l'idée c'est on commence par ce qu'on va appeler une couche brune, qui est plutôt issue du broyat des arbres, de la lignine, ou ça peut être de la feuille morte, des choses comme ça. Ensuite, on met ce qu'on appelle une couche verte, qui va être plus de la matière organique fraîche, genre nos déchets de cuisine, le déchet de tonte, etc. Et on empile les couches, d'où le côté lasagne. Alors, lasagne, c'est pour illustrer, mais la personne qui a inventé, enfin, qui a théorisé un peu le concept, c'est une américaine d'origine italienne, et donc son nom était Lasana. Et donc, bon, c'est voilà. Mais c'est un système qui est très intéressant, qui peut être fait soit à la toute petite échelle de son jardin, ça peut être mis en place soit pour faire du jardin potager, soit pour faire du jardin d'ornement. Et puis, d'ailleurs, si les gens sont intéressés par ça, je leur conseille d'aller lire les ouvrages de Franck David, qui a pas mal démocratisé la lasagne en France. Et ce qui est formidable avec la lasagne, c'est que du coup, en très peu de temps, on redonne à un sol qui est en mauvais état tous les composants dont il a besoin pour relancer les mécanismes de pédogénèse. Et donc, comme ça, en quelques années, on peut vraiment recréer de l'épaisseur de sol. Et dans le cas de la lasagne ainsi que d'autres techniques, on peut espérer fabriquer quasiment 1 centimètre de sol par an. Donc ça paraît pas beaucoup, dire 1 centimètre c'est pas beaucoup. Pour vous donner un ordre de grandeur, des dynamiques plus naturelles de fabrication de sol, on est plutôt autour du millimètre par an. Donc on peut multiplier par 10 les vitesses de pédogénèse. Alors Lucienne, je voulais revenir sur un combat que vous avez mené. Alors je me dis que c'est peut-être celui qui vous a tenu le plus à cœur, mais il y a quelques années, vous avez, avec le groupement forestier, vous avez racheté une partie de la forêt de Montmain. Cette forêt aujourd'hui, elle vit sa vie de forêt, tranquille. Et ce qui vous a fait, je crois, le plus plaisir, c'est que, alors je ne crois pas que c'était l'année dernière, je crois que c'était il y a 2 ans, les élèves de l'école Bouteiller ont créé un sentier botanique sur cette forêt de Montmain, où ils ont tout au long de ce chemin donné des noms à des arbres. Ils ont fait des petites plaques et ils ont en plus nommé ce chemin, ce sentier plutôt le sentier Lulu du Morvan. Est-ce que ce sauvetage de la forêt de Montmain, parmi tous les combats que vous décrivez dans votre livre, est-ce que c'est celui qui vous a tenu le plus à cœur ? Disons, c'était un peu le début de notre combat par rapport au groupement forestier. Et là, je dois dire que ce domaine de Montmain, c'était vraiment une réussite extraordinaire, parce que grâce aussi à la ville d'Autun, nous, Autun Morvan Écologie, on n'aurait pas pu acheter une partie du domaine de Montmain, et on n'avait pas les moyens. Donc le groupement forestier a démarré en achetant une partie de ce domaine. Mais moi, par contre, c'était un peu, vous savez, l'histoire de mon enfance, comme je disais. Et collectivement, en fait, la ville a acheté une partie, le conservatoire naturel des espaces bourguignons une autre partie, et le groupement forestier une autre partie. Et c'est cet exemple formidable, c'est qu'en fait, on s'est mis à... Chacun est propriétaire de sa parcelle, mais collectivement, on s'informe du devenir de la forêt. Et rien ne peut se faire sur une des forêts sans que les autres soient d'accord par rapport à la gestion de ces forêts. Et donc, pour moi, c'était formidable parce que, si vous voulez, ça nous a permis de démontrer ce qu'on pouvait faire. Simplement un mot par rapport à la gestion qu'on fait sur ces forêts. Quand je dis à couvert continu, ça veut dire qu'on ne fait pas de coupe rase, bien entendu, mais c'est aussi d'aller au plus près du terrain. Il y a la régénération naturelle, parce que ça aussi, il faut dire que la nature, si vous savez bien, si vous
participez bien avec elle, vous collaborez avec elle, elle vous donne tout. Vous n'avez pas besoin de payer des plants pour planter en forêt. Hein. Donc la régénération, elle se fait spontanément. Vous avez des petits, des moyens, des grands, des vieux arbres. Parce que, vous savez, les arbres qui vieillissent, des arbres morts, des arbres debout au sol, à cavité, c'est indispensable pour l'avenir des forêts. Et ça, c'est un mode de sylviculture qui demande des compétences. Parce que, bien sûr, vous choisissez un arbre telle année et vous allez couper des arbres tous les 8 à 10 ans sur une partie. Mais il y a toujours des vieux arbres, il y a toujours de la régénération naturelle, il y a toujours des petits arbres. Et ça, c'est formidable parce que vous vous promenez en forêt sans arrêt, vous ne voyez absolument pas que vous avez fait des coups et en fait que vous avez vendu du bois. Et donc, ce domaine de Montmain, pour moi, avec le chemin du Morvan, c'est formidable parce que ça a été décidé par la classe CM2 de la rue Bouteiller. Et donc, quand il y a eu un projet de faire quelque chose dans la nature, il faudrait demander à Anne et l'un. Donc, il y avait un choix de choisir 2 chemins. Et donc, les enfants eux-mêmes, parce qu'il faut les voir, les gamins hein, et les gamines, hein, vraiment, ils décident de ce qu'ils veulent à l'avenir par rapport à leur projet et tout. Et ils ont leur maîtresse qui les encadre formidablement bien. Et donc, ils ont dit, nous, on veut ce chemin. Là, qui vont donc de quoi. Moi, je conseille, allez-y, oui, c'est formidable. C'est très chouette à vous voir, démarrez de la Pierre de Coire, vous montez jusqu'à la bergerie, et donc vous avez tous les arbres identifiés. Les gamins ont même donné des prénoms aux arbres. Oui. Vous arrivez à la bergerie, au milieu du domaine de Montmain. Vous avez tous les chemins qui redescendent sur Autun, qui vont à Fragny, sur Broye et tout. Et c'est formidable. C'est un milieu qui n'est pas transformé, qui est formidable. Donc, moi, quand on m'a dit, oh là là, ça a été quand même voté au conseil municipal. Et simplement l'anecdote, parce que quand le conseil municipal et le maire ont fait voter le conseil municipal, parce qu'il fallait voter pour modifier le nom du chemin, pour l'appeler Lucianaès du Morvan. Et au moment où ils demandent à voter, il y avait toute l'école, le CM2 qui était au fond de la salle. Et alors, ils ont tous levé la main et tout. Alors, vous savez, c'est un souvenir extraordinaire. Non, moi, ils m'ont fait un bonheur formidable. Et je pense qu'ils vont faire aussi des émules. Ils vont développer ça. C'est tellement bien de les voir. Et je pense qu'on peut compter sur eux, quoi. Et est-ce que vous pensez justement, parce que quand au début de votre livre, vous expliquez justement comment vous avez vécu dans cette forêt avec des copains-copines du hameau, où vous étiez laissé libre en fait de parcourir cette forêt. C'est des souvenirs incroyables. Je pense que je fais aussi partie d'une génération où on n'avait pas les écrans, donc on était beaucoup dans la nature, on jouait beaucoup dehors. Est-ce qu'aujourd'hui, les enfants ont encore cet émerveillement de la nature de façon individuelle, ou est-ce que finalement c'est pas quelque chose qui aujourd'hui est poussé par l'école ou par les parents qui sont tournés vers ça? Mais moi j'ai l'impression qu'il y a moins d'émerveillement des enfants de passer du temps dans la nature à observer, à regarder, que les générations dont on fait partie, ou quelque part, de toute façon, on était dehors parce qu'il y avait moins de choses qui nous gardaient à l'intérieur, en fait. Est-ce que cet émerveillement, on arrive encore à l'avoir sans passer par des projets, justement, mais juste par son quotidien? Je pense que l'émerveillement, il faut le créer. Moi, les enfants, maintenant, je les côtoie et on me demande aussi quelquefois d'aller dans les écoles pour parler à la forêt. Et j'ai constaté, bon, il y a l'éducation leur parle de la forêt, comment ça va, la biodiversité, tout ça, c'est très bien. Mais eux, ce qu'ils aiment, c'est quand on a terminé, ils viennent tous vers moi, ils viennent et ils disent « Oh, Lulu, eh ben, la forêt, là, il y a un arbre, comment il est et tout. » Et il n'y a pas très longtemps... j'étais à l'école de Saint-Pantaléon, là, pour faire une intervention et tout. Et alors, je voyais par la fenêtre, il y avait des arbres. Et les gamins, apparemment, ils ne faisaient pas attention. Mais j'ai dit, mais regardez, vous avez l'arbre là que vous voyez de la fenêtre et tout, il est formidable.
Et vous en avez plein tout autour de l'école. Regardez-les arbres, regardez comment ils vivent, comment ils évoluent. Regardez les insectes, tout ce qui va avec, quoi. Et je pense que l'émerveillement, c'est pas perdu. Moi, je l'ai vu avec l'école rue Bouteiller. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut leur présenter pas les choses comme quelque chose de trop scientifique, de trop rigide. Et alors, vous parlez avec eux, ils sont formidables. En fait, c'est la 3e année, l'école rue Bouteiller. Donc, ils ont vu des tas de thèmes. Hein. Il y avait, dans un moment, les escargots, il y avait aussi la vie, les écureuils et tout ça. Donc, ils ont travaillé sur tous les thèmes de la forêt, toute la faune et la flore de la forêt. Et c'est formidable comme éducation. Moi, je pense que l'émerveillement, il vient aussi de la vie qu'on a maintenant, quoi. Il y a il faut les télé, on est sur les écrans et tout. Donc, les gamins, on est loin de tout ça quand vous êtes sur votre téléphone portable à regarder des trucs et tout. Mais je pense que là, vraiment, il faut les habituer à retourner en forêt. Vous vous rendez compte, à Autun, on a la chance vous pouvez y aller à pied. Vous n'avez pas besoin de voiture pour aller à la forêt de Montmain et dans la forêt. Vous y allez à pied, il n'y a pas besoin d'avoir des tas de trucs et tout, il n'y a pas besoin d'être riche, il n'y a pas besoin de ci. Vous pouvez aller vous promener quand vous voulez. Il y a la roue, il y a l'eau, il y a tout. À Autun, on est quand même dans une ville exceptionnelle par rapport à son environnement. Donc je pense qu'il faut que tout le monde en ait conscience qu'il faut protéger ça. Bah écoutez, je vous remercie. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je vais juste rajouter rapidement, parce que bon, moi en ce moment, j'ai le bonheur d'avoir deux enfants assez jeunes. J'ai un petit garçon qui va bientôt avoir 4 ans et puis une petite fille de 15 mois. Et par rapport à l'émerveillement, c'est clair qu'en tant que, enfin, nous adultes et les parents, on a une vraie responsabilité à ce niveau-là. Parce que moi, je vois bien avec mes enfants, je vois bien le grand et les petits garçons, enfin les petites filles qui côtoient. C'est clair que si les parents ont l'action facile des écrans, etc., en fait, les enfants, ce qui est merveilleux, c'est quand ils sont jeunes comme ça, c'est des pages blanches. Ils sont ouverts à tout. Ils n'ont aucun a priori. Et je vois mon petit garçon, c'est une éponge. Et plus je lui en donne, plus je lui montre la beauté de tel arbre, etc. En fait, il reconnaît très vite les feuilles des arbres. Il sait que ça, c'était... Il a 4 ans. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il en... Mais je dis, mais je fais rien de particulier. C'est juste l'émerveillement, exactement. Pas du tout le côté théorique, scientifique, etc. L'émerveillement, lui montrer la beauté de la vie. Et une fois qu'ils ont cette sensibilité, j'ai tendance à penser que toute leur vie, ils la garderont et ils feront peut-être un peu moins de mal à cette planète. C'est bon. Moi, simplement, je voudrais rajouter que j'ai bien connu les parents, vos parents. Oui. Je me souviens très bien quand on les voyait analyser les sols et qui nous montraient la différence d'un sol qui avait été traité avec des traitements et tout. Et je vois encore vos parents, je pense que c'était votre moment, avec une poignée de terre où elle nous montrait tous les vers de terre qui étaient dedans. Alors je peux vous dire que là, ils m'ont vraiment fait plaisir parce que moi, maintenant que j'ai un jardin et j'ai du terrain, et la première chose que je regarde, si le sol est bon et si j'ai des vers de terre. Alors c'était franchement formidable. Moi. Ils m'ont vraiment appris à regarder vraiment les sols, comment ils vivent. Puis s'émerveiller sur... Encore une fois, c'est merveilleux. Eh ben, écoutez, merci. N'hésitez pas à aller les voir sur leur stand. Donc, Mon combat pour des forêts vivantes et prendre soin de son sol. Merci à vous et bon salon. Merci beaucoup à Lucienne Haez et Emmanuel Bourguignon.